D'abord, merci de m'avoir invité à m'exprimer devant vous ce matin. Ça tombe à un moment extrêmement intéressant. Je vais relier les deux, puisqu'il peut y avoir des répercussions entre ce qui s'est passé aux États-Unis et la situation européenne. Il y a 3-4 mois, à France Inter, j'étais interrogé sur l'élection américaine et j'avais dit Donald Trump peut gagner. Je n'ai jamais dit il va gagner, je ne savais pas, mais il peut gagner. Et le simple fait qu'il puisse gagner à l'époque était considéré par France Inter, dont on connaît l'orientation générale, comme un événement hallucinant, effrayant, tragique. Et le fait que j'ai pu le dire les avait même choqués. Pourquoi je commence par ça? Parce qu'il y a un lien, à mon avis, entre ce qui se passe dans les populations américaines et dans les populations européennes. Alors on parle de populisme, qui est un mot fourre-tout. Il y a beaucoup de mots valises dans toutes ces discussions. On ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, il faut les définir. Ce qui est important dans les affaires de populisme, c'est les causes. Sinon, on définit de façon vague. Puis ça ne sert à rien de condamner le populisme. Il faut comprendre à quoi ça conduit. Eh bien, le point commun, à mes yeux, y compris en Europe, c'est qu'il y a des peuples qui se sentent abandonnés, méprisés, trompés. Ils pensent que quand on a parlé de mondialisation heureuse, on s'est moqué d'eux. C'était vrai pour une partie des populations. Ça a sorti de la pauvreté la pire des centaines de millions de paysans asiatiques pauvres, par exemple. Très pauvres. Bon, mais dans le reste du monde, ça produit un enrichissement faramineux sans précédent. Et l'ensemble des populations des pays occidentaux bénéficiant de systèmes sociaux plus ou moins protecteurs, mais enfin assez protecteurs quand même, édifiés au fil du temps, ont le sentiment que c'était une remise en cause, l'ensemble des classes moyennes, en gros. Donc on n'a pas fait attention à ça, donc il y a une sorte de sentiment de tromperie. Du côté américain, ils ont été confrontés à une contradiction ils pensaient qu'ils avaient complètement gagné la bataille historique. Vous vous rappelez les concepts, la fin de l'histoire, après l'effondrement de l'Union soviétique, et en fait ils se retrouvent après dans un monde où ils sont contestés par les émergents dans un monde globalement instable. Bon, et puis après, il y a l'affaire de la crise qui a été évoquée tout à l'heure, 2007-2008, qui a fait des ravages par rapport au rêve américain, mais par rapport au pacte social également en Europe. Donc aujourd'hui, pour parler d'Europe, avant même l'élection de Trump, même si on ne tient pas compte des provocations de Poutine, c'est un autre sujet, même si on ne tient pas compte du fait d'avoir à gérer des quantités absolument considérables de demandeurs d'asile, de migrants économiques, etc., pour moi, le vrai problème en Europe, c'est le décrochage des peuples. Et je le disais avant, c'est le thème, pas du livre là, qui est là, Le monde au défi, qui est sur le lien entre la géopolitique et l'écologie, autre sujet, l'écologisation, mais c'est le thème d'un livre qui est sorti il y a 3 jours, qui s'appelle Sauver l'Europe, qui est sur une ligne très européenne, mais pas fédéraliste, puisque manifestement les peuples d'Europe ne veulent pas pour le moment, ne sont pas mûrs pour ça, et c'est pas la peine de s'acharner à leur dire qu'on va s'intégrer encore plus au moment où, à travers toutes les élections, tous les sondages et les référendums, ils disent au contraire stop. Et donc, si vous regardez la population en Europe, si vous additionnez les anti-européens, les vrais anti-européens, ceux que la presse appelle les eurosceptiques, à tort, c'est pas des gens sceptiques. Marine Le Pen, elle n'est pas eurosceptique, par exemple, ni l'extrême gauche française. Ils sont anti-européens. Donc vous prenez les anti-européens, même en Allemagne, il y a un parti anti-euro, anti-Europe qui est entre 10 et 15%, ce qui n'est pas négligeable. Puis ils ont gagné le Brexit, même si on ne sait pas où ça va conduire finalement. Bon, les anti-européens, les sceptiques, j'étais pas contre, mais j'y crois plus, bon, tout ça. Après, ceux qui sont déçus, on m'a promis l'Europe sociale, et puis il ne se passe rien. Les allergiques, ceux auxquels le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a le courage de s'adresser quand il dit « Nous avons eu tort de réglementer à outrance ». Et il a en tête les centaines de directives, genre taille des concombres, volume des chasses d'eau, etc. Donc Juncker considère que par cette activité, cette espèce de furie normalisatrice pour la mise en œuvre du marché unique, qui économiquement est une bonne chose, mais comme ça n'a pas été réglementé par objectif, mais dans le moindre détail, Juncker lui-même considère que ça a rendu allergique à l'Europe des tas de gens de centre-gauche et de centre-droit qui sont profondément et spontanément pro-européens. Si vous additionnez tout ça, en moyenne, en Europe, vous arrivez à 80% des gens. D'ailleurs, le pourcentage d'abstention au Parlement européen, c'est 60%. Ça n'a cessé de monter à chaque élection, depuis le début. Donc il vous reste, comme pro-européens gentils, sympathiques à l'ancienne, centre-gauche, centre-droit, même pas 20% en moyenne. Quant aux européistes fédéralistes, c'est impossible à mesurer. Ils n'existent pas électoralement. Ils sont importants dans les think tanks, dans les médias, dans les journaux économiques,
etc., dans les élites, mais ils ne pèsent pas. Ils font à peine 1%. Donc je pense, et je pensais avant ce phénomène américain, qu'il y a un vrai risque, et que si les élites ne sont pas capables, les élites qui conduisent le système européen, la Commission, le Parlement, la Cour de justice, les gouvernements nationaux qui l'utilisent, par exemple la France est la championne absolue de l'utilisation du niveau européen pour faire de la surréglementation à la française. Très compliqué, genre compte pénibilité, vous voyez, ce genre de choses. Bon. Donc la France a fait beaucoup ça depuis 20 ou 30 ans. L'ensemble du système veut continuer, quoi qu'il arrive, ne tient jamais aucun compte d'aucun vote. Après chaque vote hostile, le système dit on continue, on continue. C'est un peu comme l'URSS à la fin, c'est qu'on n'est sans doute pas assez soviétique, il faut aller plus loin. Bon. Donc c'est une attitude politiquement, à mon avis, dangereuse par rapport à ça. Mais ce qui est dur pour les élites, c'est que le compromis que j'appelle de mes voeux consisterait à admettre que quand les peuples demandent à garder une certaine identité, une certaine souveraineté et de la sécurité, ce n'est pas répugnant, ce n'est pas affreux, ce n'est pas scandaleux, ce n'est pas fasciste, c'est juste normal. Simplement, il faudrait donner une réponse raisonnable à ça, alors que si on balaye ce type de demande en considérant que c'est archaïque, souverainiste, le péniste, affreux, etc., il est évident que les peuples sont de plus en plus furieux et votent de plus en plus contre, et qu'on est souvent au bord de l'insurrection électorale, un peu ce qui vient d'avoir lieu aux États-Unis, pour balayer le système incarné par Hillary Clinton. Je pense qu'il y a un risque de ce type en Europe. D'où ma proposition, qui est de... Puisque moi, je parle en tant qu'Européen convaincu, j'ai négocié des traités européens, j'en ai même signé avec ce stylo que je garde précieusement. Bon, je suis tout à fait engagé là-dedans depuis très très longtemps, et puis j'ai vécu au cœur du système Kohl, Mitterrand, Delors. Je pense que si on n'arrive pas à relégitimer le système, si on n'arrive pas à montrer au peuple européen qu'on les a entendus, avant de refonder en clarifiant, en appliquant la subsidiarité que Delors invoquait sans jamais avoir pu l'imposer, c'est-à-dire que l'Europe devrait arrêter de s'occuper trop de 1000 choses dont elle ne devrait pas s'occuper et se concentrer sur 2 ou 3 objectifs clairs d'avenir. Je pense que si on n'arrive pas à faire cette transformation, si le système n'arrive pas à se réformer, ou si on ne le réforme pas un peu brusquement, là, à mon avis, il y a un vrai risque. Donc c'est ça le centre de mes préoccupations aujourd'hui. Et ce qui vient de se passer aux États-Unis devrait nous orienter dans cette direction.